La neige est au rendez-vous pour cette saison. Des milliers de vacanciers déboulent dans les stations françaises, le plus grand domaine skiable au monde. Dans ces vallées, c'est l'effervescence pour les milliers de saisonniers, les responsables de l'exploitation, des pistes et du restaurant d'altitude. Mais aujourd'hui, tout change, les Français veulent plus. Du ski certes, mais aussi de la randonnée, de la thalasso, être avec les gens du cru ou s'envoler en caille des neiges. Ils cherchent l'authentique, des appartements spacieux et des petits villages dans un décor de neige et de sapins. Entre le grand domaine skiable de Serre-Chevalier, le petit village familial de Saint-Véran et la station dédiée exclusivement aux adeptes du hors-piste, La Grave. Décryptage des nouvelles tendances et du chamboulement de l'or blanc. Première rencontre dans les vallées des Hautes-Alpes. Nous sommes dans le grand domaine skiable de Serre-Chevalier. Luc Alphand, le champion du monde, aime rappeler qu'ici le ski a permis aux gens des villages de rester au pays. Tout le monde était des paysans et qui vivaient avec peu de choses dans des villages qui étaient reclus. Donc le ski, ça a été fabuleux, ça a été un événement énorme pour tout le monde, énorme. Mon père est né dans les années 32. Donc eux, ils sont nés avec les sabots en bois aux pieds. Donc ils ont connu quand même vraiment ces montagnes qui étaient dures, rugueuses, difficiles à vivre. Et ils ont connu l'avènement du ski et du tourisme. Donc il a découvert le ski, mais il a découvert le ski avec des douves de tonneaux aux pieds, c'est-à-dire avec des bouts de bois. Et après il est parti avec son scooter, passer son monitorat de ski l'hiver, sous la neige. Voilà, et puis s'installe, vient ici à Serre-Chevalier faire ses saisons de ski l'hiver parce que c'est la première station. Et voilà, avec une clientèle et des ressources financières. Donc voilà, ça c'était le vrai début de l'histoire du ski en France. C'est la construction du plus grand téléphérique d'Europe qui marque à jamais les habitants de la vallée. Les gens les plus pauvres de France, comme le titre le journal de l'époque, s'offrent pour Noël 41 un jouet merveilleux. Depuis, les stations ont enrichi les montagnards. Mais comment notre pays est devenu le premier domaine skiable au monde avec plus de 300 stations et plus de 8 millions de skieurs chaque année? Qui a lancé la formidable aventure du ski? C'est une certaine aristocratie, c'est une certaine partie de la population, mais donc une population haute bourgeoisie, aristocratie, intellectuelle, mais qui vont au sport d'hiver, qui ne vont pas encore faire du ski. Au début du XXe siècle, on ne va pas faire du ski. C'est plutôt les sports de glace, d'ailleurs, qui sont en avant à cette époque-là. Des années d'après-guerre aux années 80, près de 200 nouvelles stations voient le jour. L'État pousse à gagner la bataille du ski. Il lance le plan neige. On est dans la grande époque du plan, hein. Enfin, on arrive dans les années 50, 60, où l'État se dit qu'il faut être présent sur le tourisme d'hiver, comme il faut être présent sur le tourisme d'été. Ça correspond à la même époque, on construit la Grande Motte, Palavas-les-Flots ou le Cap d'Agde, enfin voilà, sur l'urbanisation du Languedoc, enfin de la côte languedocienne. En même temps, en montagne, c'est le plan neige, et donc c'est la construction de grandes stations, Tignes, les Arcs, la Plagne. Donc voilà, là on est vraiment dans des stations de type intégré, en site propre. C'est-à-dire qu'on part d'un endroit où il n'y a rien, c'est un alpage, donc il n'y a pas de village, il n'y a rien du tout. Et c'est un concept complètement innovant, un concept de station ski au pied. Vous sortez de votre appartement, vous mettez vos skis et vous pouvez partir skier, quoi. Je trouve que ça fait partie du patrimoine. Un bon vieux téléski. Et bon, maintenant, c'est les grands télésièges, on a étudié les flux, beaucoup de choses se sont améliorées au niveau du ski. Ça, c'est mon changement à moi, quoi. Ce que j'ai connu des années 70, 15, quand j'ai commencé à skier. À partir des années 50 et des années 60, l'idée c'est effectivement de populariser le ski, hein, donc avec les constructions de ces grandes stations. Et on arrive à une fréquentation des stations de ski effectivement beaucoup plus large. Le ski, c'est une sorte d'élément de statut.
Voilà, de même que j'accède à la voiture à une époque, de même que j'accède au fait de prendre des vacances de manière régulière, eh bien, je prends des vacances d'hiver et ça va être les sports d'hiver. On a une population de classe moyenne qui vient au ski. À la limite, l'image la plus facile à retenir, c'est celle des bronzés fonds du ski. Quand vous avez le couple Junio et Balasco qui arrive, voilà, c'est le couple de Français moyens qui a pris sa semaine, qui a loué sa semaine à Val d'Isère, qui décroche son cadre et qui met le sien parce qu'il a sa semaine, il est propriétaire de sa semaine de vacances au club hôtel ou je ne sais quoi. C'est ça. Donc là, c'était le développement, je dirais, plus foncier au niveau des villages qui grossissaient, des lits dortoirs, enfin, qu'on faisait. D'ailleurs, une architecture qui n'était pas des plus fantastiques dans les années 65-75. Un aménagement un peu à marche forcée, ouais. Certains le considèrent effectivement comme ça. Donc du coup, avec des conséquences à la fois sur l'environnement et sur le paysage montagnard qui sont fortes, c'est évident. Dans les Alpes, chaque vallée possède désormais des lieux d'hébergement aux capacités d'accueil impressionnantes. De 30 000 à 50 000 lits par station, c'est la norme. Mais de l'autre côté du col, une histoire différente. Saint-Véran a pris son temps pour se développer. Ici, les chalets sont reconstruits à l'identique. Le plus haut village de France aime cultiver sa différence et vit aussi bien durant la saison hivernale qu'en été. Ici, on est au pays de la randonnée. Après, demain, je peux plus venir ici. Regarde comme tu es gavé, comment on déneige. On a 5 clients qui arrivent ce soir, bordel de Dieu. Ah putain. Coup de teston que je vais te mettre, toi. Hein. Non, mais ils se sont mal garés, mon Allez, gars. là, non 50 € et je la garde. Celle-là, elle va pas rester. Elle s'en va. C'est con parce que c'était la mieux garée. Ouais. Pour monter, on met des pots de phoque sous les skis. Sinon, on glisserait. Et ces pots de phoque, on les enlève à la descente, avant de démarrer. Et si tu passes avec la main, tu vas voir que dans un sens ça glisse et dans l'autre ça... La météo s'annonce nuageuse et avec de la neige, des chutes de neige. Ce qui n'est pas du mauvais temps, je tiens à le préciser. Pour les enfants du pays, quand il neige, il fait beau. Il neige. Le seul mauvais temps en montagne, c'est la pluie. Le ski de randonnée a le vent en poupe. Cette pratique sportive de pleine nature, écolo et contemplative autant qu'historique, permet de goûter au silence et à la beauté hivernale des montagnes. On est loin des remontées mécaniques. On a de moins en moins d'initiation, les gens savent de plus en plus se skier et de plus en plus les randonneurs sont des gens qui ont fait beaucoup de pistes, qui n'ont plus envie de faire de la piste et qui se mettent à la randonnée. Donc on a des bons skieurs, contrairement à ce qui se passait avant où les randonneurs étaient des gens qui ne voulaient pas apprendre à skier, qui ne voulaient pas aller sur les pistes et qui skiaient comme des patates. Oui. Et d'ailleurs maintenant l'objectif des sorties de rando c'est de chercher de la bonne neige et des belles pentes. Donc là quand on part en montagne on est équipé d'Arva, pelle sonde. On prend le bulletin nivologique, savoir les risques d'avalanche. Et avant de démarrer on fait des tests d'Arva. Voir si les gens ont tous branché leur appareil d'émission. C'est un appareil qui nous permet de retrouver les gens éventuellement sous la neige. Voilà, c'est bon. Tu peux Donc je reste comme ça. Ouais. Non, c'est normal. Elle n'est pas branchée. Elle a fait la fête hier soir. Voilà, c'est en faisant... Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Allez. Ouais, c'est bon. Si. Passe devant moi et après tu descends au pont là-bas. Ils vont partir pour la journée dans les forêts de Mélèze pour atteindre Ancol. En haut, ils vont s'offrir une descente dans la neige vierge. Une seule descente, certes, mais au goût incomparable. Saint-Véran est un village classé. Les adeptes viennent pour la tranquillité, pour se couper du monde. Les Gablous, l'ancienne douane, est une institution. Ici, pas de télévision, un menu unique. On partage la même table et quelquefois on couche dans le même dortoir. Et ça dure depuis 30 ans. Vous connaissez le village ou pas du tout? Bon, alors, vous arrivez en voiture, je pense, hein? On est la deuxième maison en contrebas sous la route. S'il y a beaucoup de neige, vous allez peut-être pas pouvoir passer le col de Vars, ça c'est à vous de voir, mais moi je compte au moins 5 heures pour venir. Eh ben, à bientôt.
Merci, au revoir. Bon, ben voilà. Peut-être les gens, ils aiment bien que ce soit un petit peu différent de ce qui se passe dans les autres hébergements, peut-être. L'esprit du gîte, c'est quand même pour les gens qui font de la montagne, de l'itinérance. Et ce que les gens aiment là, c'est que c'est assez simple, convivial. Ils se retrouvent un peu comme à la maison, ils nous disent. C'est ça qui, je pense, qui leur plaît le plus. Une vraie soupe à l'oignon ou une soupe normale? Ouais. Il faut que je leur demande ça. Parce que tu peux faire les deux. Bon. Une bonne soupe à l'oignon si ça les dérange pas. Je vous donne ça. Bon appétit. Claude, on ne peut pas faire les deux. C'est ou une soupe à l'oignon pour tout le monde ou une autre soupe. Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon et crouton. Ah non, mais ça, c'est la cuisinière qui décide. Si, en blaguant. Si, en blaguant, soupe à l'oignon et crouton. Ça fait partie. Nous, on a un menu à 13,50 €. Donc, on ne peut pas... il faut quand même dégager une marge. On a des contraintes. Ça, c'est la comtesse du Barry. C'est une soupe de chou-fleur. Comtesse du Barry. C'est classe, hein, la comtesse du Barry. Et je pense qu'on ne pourrait pas monter nos prix en disant qu'on est bio et pour autant faire une demi-pension trop chère. Je pense qu'on s'y perdrait. Et en plus, je ne sais pas si les gens sont aussi intéressés que ce qu'on s'imagine. Bio ou pas bio, il faut surtout tenir les prix car la vallée du Queyras attire une clientèle familiale au budget serré. Une clientèle qui semble actuellement délaisser le ski de piste, un souci pour la petite station et ses 40 moniteurs. Alors nous, on préférait qu'ils fassent beaucoup plus de ski alpin, c'est sûr, hein, c'est normal, les prestataires de services, les écoles de ski et les remontées mécaniques. Mais bon, c'est la tendance actuelle de se promener, de se reposer. Hein. Bon, alors voilà, les enfants, ça va? Donc moi, c'est Pascal. Je suis votre moniteur de ski pour la semaine. Allez, go! Très bien. Dès le début, il faut être bien équilibré et bien positionné. Les genoux, c'est un peu comme des amortisseurs de voiture. On travaille sans cesse verticalement, on pompe, on pompe. On va se dire que d'ici au panneau numéro 9, nous faisons 3 virages. Ok? Vas-y mon petit Yannou. Je vois encore Isabelle qui a les mains dans les poches là, on les gagne. Ok? Philippe, on ne skie plus à l'ancienne comme ça là. Vas-y mon petit Philippe. Tout le monde se connaît parce que c'est pas grand. Hein. Sur Saint-Véran, vous avez à peu près 1500 lits d'accueil. Moline peut-être un peu plus. Mais bon, on ne peut pas vous perdre, le domaine est bien tracé, tout le monde se connaît au bout d'une semaine, vous connaissez les perchemans, vous connaissez les moniteurs. Il y a vraiment un lien qui se crée, tout le monde se dit bonjour, il y a vraiment un contact important, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Nous allons boire un petit verre chez mon frère, là, dans le restaurant. Là. Et où l'été, on travaille tous en famille. Donc l'été, moi je viens en renfort là, vers le serveur. Allez, venez, on va boire un petit verre, ça va nous réchauffer. Allez, qu'est-ce que vous voulez boire? Vin chaud. Et puis si on peut avoir 2 tartes à la myrtille? 3 même, allez 3. Vous savez ce que c'est le truc en paille tressée là? Non. Ça s'appelle une estrape, c'est pour descendre le foin de la grange. D'accord. Ah oui. Voilà. Ouais. Vous avez des pièges, parce qu'avant ils attrapaient différents animaux pour se nourrir. Vous avez la baratte pour le beurre. Vu que c'était une grange à l'origine et que mon père a arrangé au fur et à mesure des temps. Voilà, ça c'est les valeurs de la montagne. Avec ça, après ça tourne tout seul. Mais... il n'y a plus de problème. Merci bien. Qu'est-ce qui paraît?
on se fait tout. Nous, on habite en ville toute l'année, donc ce qu'on veut pas, c'est pendant la semaine de vacances d'hiver, se retrouver à faire la queue au remonte de pente, se retrouver à faire la queue au resto, avoir du bruit partout. Voilà, ici, ce matin, on s'est réveillé à 9h, il n'y avait absolument pas de bruit. On va changer d'atmosphère, changer de rythme, changer d'ambiance ici. Et le domaine, c'est vrai qu'il est moins grand que dans notre station, mais pour une semaine, ça suffit largement, quoi. Il y a 15 remontées, il y a des belles pistes, voilà. Ils viennent cultiver l'authentique. Ouais, l'authentique. Alors, vous avez fini, les enfants Ah, puis on avait un bon professeur aujourd'hui. Moi, je me suis fait traiter de tous les noms, mais bon. De vieille luge, de borrée, On est incapable. En patois, c'est la vieille. La vieille à foin. La vieille à fouet. Non, la vieille. La vieille, là. C'est la première fois que je vais avec ma femme et mes enfants, là, qui ont maintenant mes enfants 8 ans et 12 ans. Mais quand j'avais leur âge, je venais, j'ai appris moi à skier à Moline et à Pierre-Grosse. Donc à l'époque, il n'y avait pas de forfait, il fallait donner des tickets en papier là, pour prendre le remonte de pente. Il y avait un vieux perchman, Albert. Bon, en général, avec un ticket, on arrivait à faire 4 remontées, quoi. Et donc maintenant, c'est l'envie de leur faire découvrir ce lieu qui est super sympa. Voilà. On est surtout avant tout pour skier, hein, mais il y a le côté aussi justement convivial, de rencontrer des gens sympas, de manger les bons produits de la montagne, mais enfin, avant tout, c'est sûr que c'est le ski. Ok, mademoiselle Marine, que ce soit nickel chrome pour l'étoile d'or, hein. Ok. Toi, Philippe, tu n'auras jamais ton étoile d'or. Vu comme tu évolues, c'est pas possible. Allez, vous me suivez, les enfants, go. Très bien. Très bien. Allez, tu vas en haut à gauche, Marine? Alors attention, il part un peu fort, celui-là, ouais, préparez-vous. Moi j'ai un gîte, ma femme on a des chambres d'hôtes, où on tue le cochon, on fait le jambon, le saucisson, on continue tous les trucs à l'ancienne, quoi. Hein. On fait le pâté, on fait des produits du pays, terroir. Hein. Parce qu'on est obligé d'avoir plusieurs activités, vu que les activités sont quand même assez courtes. On travaille 3-4 mois l'hiver, 3 mois d'été, donc il faut faire plusieurs choses dans une saison, quoi. La multi-activité permet aux hommes de la vallée de vivre toute l'année. Saint-Véran n'a pas misé sur le tout-ski, fort heureusement. En ce début d'année 2010, la fréquentation sur le domaine a été faible sur les pistes. Les vacances de février s'annoncent meilleures. Mais le contexte reste délicat, même pour ce village qui exploite la tradition et la découverte de la montagne. À Serre-Chevalier, la grande station, le bilan économique des remontées mécaniques est bon pour ces dernières années où la neige a été au rendez-vous. Mais ces bons chiffres cachent de vrais problèmes. Les Français partent moins à la neige et sont moins nombreux à skier. On était dans les années 80-90 avec des chiffres de fréquentation à 2 chiffres. Donc on était entre 10-12% selon les années, les massifs. Aujourd'hui, on est à peu près à 8,3% de taux de départ des Français au sport d'hiver. Et ensuite, on est, alors plus ou moins à la décimale, mais à 7,2 ou 3% de taux de départ des Français au sport d'hiver avec pratique de ski. Donc on est sur un marché qu'on dit mature et donc une forte concurrence entre les sites. C'est la première année que j'ai un petit peu des soucis en janvier où des gens ne sont pas venus et m'ont carrément dit, ou sont venus, m'ont carrément dit, oh Patrick, on ne peut pas cette année. Même cette semaine qui est une semaine de vacances, nos retraités qui sont là, je dirais, quand là, les coups de bourre, on donne un coup de main, il y a certains retraités que j'ai vus ce matin au départ des coups qui ne travaillent pas. Là, il y a un petit peu d'inquiétude cette semaine et pas très remplie. Les années 80 ont suivi les années 68, les grandes années Kili, les grandes années du ski. À la télévision, on mangeait du ski sur des chaînes complètement publiques sans problème. Il y avait des compétitions, chaque fois qu'il y avait une compétition, on envoyait la télévision. Maintenant, pour voir une compétition, on va avoir à partir de la fin de la semaine parce qu'il y a les JO, et sinon on n'a rien sur des chaînes publiques. Et je pense que la désaffection des classes de neige y est pour beaucoup. Eux, qu'est-ce qu'ils font plus tard quand ils sont père de famille, les garçons? Eh bien, ils vont envie de faire découvrir le ski parce qu'ils skient bien et ils ont pris plaisir au ski. Et bien derrière, ils font découvrir à leur famille le ski. Pour Aline Salle et ses enfants, partir au ski est un rituel. Leur niveau de vie leur permet de ne pas sacrifier ce rendez-vous familial.
Moi je skie depuis que je suis tout petit. 15 jours à Noël, 15 jours en février, 15 jours au printemps quand c'est possible. Souvent en cours particulier avec un moniteur pour s'améliorer en technique. Oh ben le domaine maintenant il commence à bien le connaître, bientôt aussi bien que moi. Peut-être les petits hors-pistes cachés, discrets qu'on garde pour nous, qu'on ne veut pas dire, mais sinon ils le connaissent bien. Mais on essaie d'utiliser par rapport aux ensoleillements, par rapport au vent. Le domaine de Serre Chevalier est tellement grand, il y a tellement de phases différentes, donc de qualité de neige différentes, d'endroits protégés par le vent, des endroits plus au soleil que en jouant, là ce matin il fait frais, on peut aller vers Briançon, on va avoir chaud. Il faut y aller Aline, là il faut prendre sur soi là. C'est sans risque, en plus la neige est très douce. Et on n'a pas des grosses vitesses là. On regarde vers en bas, on plonge vers en bas les épaules. Hein? Cherche le regard en bas. Comment ça va? Les courbatures. Ça va. Niet, hein? Ça s'appelle comment ça? La vallée des choux. La vallée des champignons, pardon. Ça plaît à tout le monde, parce qu'on s'amuse bien dedans. Et bien vous allez me suivre. J'ouvre la marche pour pas se mettre dans des rochers, parce qu'il y a un endroit il manque de neige derrière encore. Ok? Dans les années 80, au mois de février, vous aviez le choix entre le ski et le ski, quoi, grosso modo, si vous vouliez partir en vacances. Là, l'offre, elle est multiple, donc ça peut être aussi une des raisons. Et puis, certainement aussi un problème de pouvoir d'achat. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, partir une semaine au ski, quand vous êtes une famille de 4 ou 5, ça revient très cher. C'est quel nom la réservation? À 2 700 € pour une famille de 2 adultes et 2 enfants, le ski est devenu une passion chère. Alors, c'est le temps de la débrouille. Alors nous on a la chance, l'appart, on a la famille qui en a un, donc on vient comme ça, mais il y a l'appart. Et alors la nourriture qu'on fait, on ramène de chez nous une grande partie pour éviter d'avoir à acheter ici. Et puis la location du matériel pour une partie de la famille. Et puis les d'à côté, quoi. Donc il vous fallait un pack ski enfant. Dristan, qui est Dristan? C'est lui. 27 kilos. En entrée de gamme, on oscille entre 49 € la semaine, ski chaussures. Et ensuite, on monte tout de suite aux alentours de 89 € la semaine sur des prix normaux. Donc aujourd'hui, il faut compter sur un ensemble pour 4 personnes, sur un ensemble standard, sans réduction ou sans code promotionnel spécifique. On est aux alentours de 400 € la semaine. Vas-y, tu peux te servir, hein? On prend pas la boîte, mais... Voilà une. Elle a la cerise, celle-là. Tu as une jolie écharpe, dis donc. Toute douce. Un peu la star, toi. Il y a aussi l'arrivée d'Internet dans le marché du sport et dans la vente de skis. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de prix sur Internet pour les skis. On est sur un développement très très dur, très très fort, très agressif aussi au niveau de la concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a des réductions très importantes qui sont par exemple en ce moment pendant les périodes scolaires entre -20, -25%. Et on peut aller jusqu'à -40% hors des vacances scolaires. En regardant sur Internet, on a vu que c'était moins cher, donc on a décidé de le faire. Vous devrez faire des skis plus souvent. Je pense que ça revenait un peu plus cher à tes parents. Hein. Je pense qu'il vaut mieux qu'ils t'achètent un paquet de sucettes, ça reviendra moins cher. Je crois qu'effectivement, le ski n'est pas une activité sociale, le tourisme social et le ski, ça va pas bien ensemble, ça c'est clair. À part dans quelques stations qui jouent cette carte-là. Mais c'est vrai que compte tenu des niveaux d'investissement et de la qualité que sont en droit d'attendre nos clients, effectivement, ça représente des sommes qui sont importantes. Donc du coup, des forfaits qui ont un niveau de prix qui est ce qu'il est devenu depuis quelques années. Depuis que Serre Chevalier a été repris par la Compagnie des Alpes, la première société mondiale de remontée mécanique, avec Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, la station des Alpes du Sud joue dans la cour des grands. Allez-y. Il a fallu investir à 6 millions € le télésiège débrayable, 250 000 € le ratrac. C'est près de 50 millions d'euros qui ont été mis sur la table en 3 ans. On considère que les gens ne supportent pas d'attendre au-delà de 7 minutes.
Et il y a quasiment, même pendant les vacances de février où on a notre fréquentation la plus importante, il n'y a quasiment plus aucun appareil où on attend plus de 7 minutes. Donc c'est vraiment, on arrive à évacuer 3000 personnes par heure, donc c'est colossal. En France, l'année 2008-2009, avec près de 59 millions de skieurs journée, a été un très bon cru. 2010, avec des conditions excellentes, de la neige et du soleil, le marché ne semble pas perturbé par la crise. Nous, on a fait un très bon week-end, là. Donc, apparemment, la semaine s'annonce belle, donc on devrait faire une bonne semaine. On est à peu près rempli, comme la saison dernière, sur les vacances de février. C'était une excellente saison. Donc, on est plutôt optimiste. Les jours où on a le plus de personnes, on a 30 000 personnes sur le domaine skiable. Donc, 30 000, c'est quasiment le maximum de ce qu'on peut avoir. Il faut ramener ça au nombre total de lits qu'on a dans la vallée, qui sont de 51 000. Dont près de 40 000 lits froids, c'est-à-dire des appartements occupés moins de 2 semaines par an. C'est la problématique actuelle. Serre Chevalier a le triste privilège d'obtenir le record en France. En 10 ans, le nombre de nuitées en station a chuté de plus de 2 millions. Les Français ne veulent plus de grandes barres d'immeubles. Il y a quelque chose qui apparaît insensé. C'est-à-dire qu'un espace beau, vierge, devient un espace bétonné. C'est quelque chose qui heurte une sensibilité environnementale qui s'est quand même pas mal développée dans les dernières décennies aussi. Ça aussi, c'est un élément qui peut faire que le sport d'hiver n'est plus désirable. On retrouve ce qu'est ça. Il était désirable parce que c'était une sorte de signe d'accès à un statut social et puis à tout le symbole finalement de la modernité des années 70, etc., même titre que la voiture, etc. Ça, c'est moins désirable. C'est moins désirable. Donc si c'est moins désirable, on va faire moins d'efforts. Des appartements souvent vides et un taux d'occupation satisfaisant dans les résidences de loisirs gérées par les opérateurs, c'est le paradoxe français. Chez Pierre et Vacances, le leader européen de la résidence de tourisme, avec 700 000 clients par an, le mois de février 2010 affiche de bons résultats. L'entreprise qui a inventé Avoriaz a un seul mot d'ordre, répondre aux nouvelles exigences de sa clientèle. Les gens demandent plus que simplement le ski, et je pense que c'est également lié au fait qu'auparavant, dans une journée de ski, liée aux équipements même des stations, aujourd'hui, vous êtes capable de faire en 3 heures ou en 4 heures ce que vous étiez capable de faire en 8 heures il y a 10 ou 15 ans. Donc, l'espace-temps a été optimisé pour la partie glisse, et du coup, les gens ont envie d'autres choses ensuite. C'est le nouveau cocktail gagnant, la grande tendance sur le marché français, les spas. Un tout nouvel établissement vient d'être construit à Serre Chevalier avec des sources d'eau chaude naturelle. 4500 mètres carrés flambant neufs, consacrés uniquement à l'activité thermale de bien-être. 12 000 clients sur une semaine à Noël, personne n'avait parié un tel succès. Le thermalisme ludique, c'est un tournant qui a été pris dans les années 1990 en France, dans les Pyrénées. Donc sur un modèle qui existait déjà dans d'autres pays européens, et notamment la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. C'est une autre façon d'utiliser donc l'eau thermale qui, pendant des dizaines d'années, a été utilisée de manière très médicalisée. On enlève tout le côté pathologique de l'accès à l'eau et on y intègre en fait un moment de partage en famille, entre amis. C'est de l'huile neutre avec des huiles essentielles de lavande. Donc c'est des huiles essentielles qui ont des vertus décontractantes. En fonction du budget, en fonction des disponibilités des uns et des autres, c'est vrai qu'ils viennent à peu près deux fois dans la semaine. Et puis il y a des personnes qui ne skient pas et qui viennent par exemple 5 jours de suite avec à chaque jour des soins différents. Tout s'est bien passé. Oui, très bien, merci. Je vous conseille de ne pas vous laver tout de suite pour garder les bienfaits de l'huile. D'accord, ok. Merci. Vous êtes décontracté? Ah oui, parfait là. Merci. Les gens testent en station, et quand il y a quelque chose qui marche, eh bien on essaye de le diffuser ailleurs, avec un risque, c'est que quand on fait ça, tout le monde fait la même chose. Toutes les stations et les hébergeurs parient sur cette activité. Courchevel, Crans-Montana s'apprête à ouvrir des complexes de balnéothérapie. Le plus spectaculaire, l'Aquariaz à Avoria.
c'est pas du tout un gros délire. D'abord, c'est Avoria, c'est Pierre et Vacances et son fondateur Gérard Brémond ont été les précurseurs en la matière. Et alors, c'est un concept qui est un petit peu dérivé de ce que font Center Parcs, qui est une autre marque du groupe. Et donc, on a profité de l'expérience de Center Parcs pour décliner ce concept donc aqualudique couvert, où vous allez vous retrouver dans une ambiance presque tropicale, dans un cadre féerique de la montagne. Ça va être assez extraordinaire et unique au monde. Ça questionne par rapport à la gestion de la ressource en eau pour certains acteurs qui voient ça d'un mauvais œil, parce que ça veut dire, dans un milieu montagnard assez fragile, aussi encore mettre à disposition et solliciter la ressource en eau sur cet objectif-là. Et puis les montants financiers ne sont pas, je dirais, anodins. C'est un peu une course en avant, entre guillemets, où on cherche toujours une nouvelle activité. Donc là, on est vraiment, il me semble, dans le cœur d'une incertitude très forte sur comment faire la diversification pour tenir compte des évolutions de clientèle, comment s'adapter aux besoins de cette clientèle, sachant qu'on a des stations qui sont quand même avec des marges de manœuvre pas faciles. En France, 20% des stations réalisent 80% du chiffre d'affaires de l'activité ski. Pour une très grande majorité d'entre eux, les équilibres économiques sont devenus acrobatiques. Serre Chevalier est sur la bonne pente. Son chiffre d'affaires a augmenté de 25% depuis 3 ans, mais les acteurs économiques de la station ont conscience que tout est précaire. Alors, ils innovent. Leur dernier fait d'armes, amener la culture sur les pistes. Un concept créé par Isabelle de Beaufort. On lui doit les fameux labyrinthes dans les champs de maïs qui ont fleuri en France dans les années 90. Une idée qui avait formidablement fonctionné. Je ne vois pas pourquoi la culture existerait partout aujourd'hui dans des lieux extrêmement insolites. Avec Labyrinthus, on avait déjà essayé d'innover dans ce domaine. Et je pense que Neige de Culture, c'est tout à fait dans cette dimension. Semer des petits flocons de culture sur les pistes, là où on ne les attend pas. Ce que je voulais faire, c'est suivre le skieur dans ses tribulations. Donc je le prends déjà ski au pied quand il monte sur le télésiège, et là, je vais lui proposer des petits fragments de littérature sur le télésiège. Donc j'ai quand même sélectionné 649 textes différents sur les télésièges de la station. Et puis dans les télécabines, on va écouter des histoires sur le patrimoine, sur l'histoire, des anecdotes sportives, historiques et patrimoniales. Le temps de la remontée était jusqu'à maintenant un non-temps du ski. Et moi, j'ai voulu en faire un temps ludique et un temps culturel. Donc je cherche à le capter à chaque moment dans sa journée de ski. Toutes les animations de Neige de Culture fonctionnent avec des énergies renouvelables. Ici, c'est l'énergie du skieur, très renouvelable. Bonjour petit trappeur, sauras-tu reconnaître ces 5 cris d'animaux? À ton avis, je suis... Puis alors on continue, une fois qu'on est en haut, on va commencer à descendre. Et là, mon but, c'était de faire surgir l'histoire, l'art, la nature sous les spatules des skieurs. Bonjour, bienvenue au village nomade. Il y a vachement de monde. Tout le temps, c'est en discontinu, il y a du monde. Alors parfois il y a la foule, parfois il y a un petit peu moins de foule, mais les gens sont enchantés de venir, ils reviennent même, il y en a qui viennent tous les jours. Il y a des vacanciers qui viennent tous les jours. Elle nous attend, menu blanc, carte blanche. La culture a du goût et met le blanc au menu, c'est parti. Personnellement, j'étais sceptique au départ parce qu'on est sur les pistes et on part du principe que les gens n'ont pas le temps de manger un menu complet. Donc c'était une idée originale et pourquoi pas la tenter, quoi. Donc on a joué le jeu, Isabelle était très motivée, on a dit pourquoi pas, on a tenté le coup. Et en fait, très honnêtement, on est très satisfait. C'est une très très bonne idée et on vend beaucoup de menus blancs, en plus on en est relativement fiers. Non, c'est une réussite. Ça plaît aux skieurs. Ce qui plaît aussi, c'est le concept global de Neige de Culture et d'avoir justement d'interpeller le skieur à tout moment pendant ses vacances. Et c'est ça qui fonctionne également. Je pense que peut-être toute seule l'opération n'aurait pas fonctionné, mais associée à l'ensemble des événements et prise dans un concept global, c'est ça qui marche. Neige de Culture est-elle la panacée pour attirer des clients sur les domaines? Affaire à suivre. Retour dans la vallée du Queyras, où là aussi il faut s'adapter. On l'a bien compris, les Français viennent pour changer d'air, se reposer et se relaxer.
À Saint-Véran, on reste sur la tendance douce. Alors place aux techniques de massage. John Lindholm est d'origine danoise. Il s'est installé dans le Queyras depuis plus de 15 ans et pratique des cours de sophrologie dans les hôtels de la vallée. Je demande toujours à la personne d'essayer de lâcher, respirer. Donc même si elle est tendue, ce travail, intérieurement, l'amène à se détendre. J'ai fait quelques petites tensions au dos et là ça va. Je craque encore un peu, mais ça va être bien. Ça commence à aller un petit peu mieux. Les gens ne viennent plus à la montagne que pour le ski. Bon, ici en plus c'est quand même une région où il y a pas mal de raquettes, de ski de randonnée. Donc c'est vrai que ça se prête bien à ce genre de... Hop. Et là le but en fait c'est aussi d'essayer de mettre en place des séjours et des week-ends à thème. Donc notamment avec une partie promenade en raquette, une partie massage, bien-être, sophro, des découvertes de ce genre de techniques, de pratiques. Il y a aussi un fromager. Donc on était en train aussi de réfléchir à faire des ateliers fromage. Donc on essaye de proposer des activités différentes et de faire venir les gens ici. L'exotisme et la découverte de nouvelles sensations, c'est le créneau des nouveaux venus. Les meuchères ou guides de chiens de traîneau se sont installés dans la vallée. On a tellement de demandes avec les groupes, les scolaires et tout ça pour l'instant que c'est vrai qu'on a un peu du mal à répondre, enfin ici dans le Queyras, à répondre à la clientèle individuelle. Parce que on pourrait presque être un meucheur ou deux de plus presque dans la vallée en plein février, quoi. Donc c'est vrai que dans le Queyras, il y a un boom de plus en plus fort sur tous les secteurs, quoi. Léla, devant, à ta place. Léla, demi-tour, devant. Devant. L'avantage ici, c'est que déjà, on a un climat qui est superbe. On a généralement tout le temps de la neige parce qu'on est quand même à assez haute altitude. Et le gros avantage, c'est qu'on peut faire vite des parcours qui sont super amusants, qui sont assez techniques. Par contre, c'est vrai que le traîneau ici, il n'est pas comparable à ce qu'on peut faire en Finlande ou des coins comme ça, où là, on a des grandes plaines, où on a des gros attelages. Ici, on a plutôt des petits attelages et c'est quand même relativement plus sportif ici, en haute montagne. Dur à monter, hein. Il y a un peu du mal là les copains. Les enfants, il en reste encore pas mal, il y a Carnic encore à faire. Oh, là il faut compter 4 bonnes heures de marche. Entre balades et activités sportives, la raquette est devenue la meilleure façon de marcher et de découvrir la montagne en hiver. Si vous voulez voir où je vous emmène, alors ici Saint-Véran. Aujourd'hui, je vous amène sur la crête en face, là en fait. La pointe du Curlet qui culmine à 2300 mètres. C'est ce qu'on voit? C'est ce qu'on voit là. Il y a une croix là, vous voyez une croix? Tu descends jusqu'au vieux cimetière là et on se regroupera là-bas. Je fais des fois du ski de fond, des fois de la raquette et un petit peu de ski, mais j'aime pas attendre dans les queues, le ski alpin, me faire bousculer, prendre le ticket, sentir les frites et les saucisses. Alors je viens à la raquette. Au télésiège, hein, c'est pire qu'à 3h, à 15h à Paris sur l'autoroute. Et puis comme je ne suis pas une pro du ski alpin, je ne peux pas aller hors piste, donc voilà, je suis là où il y a tout le monde. Alors c'est moins bien. On va faire une descente là, une descente dans la profonde. Allez, rendez-vous au pont en bas. Il y a beaucoup de haltes, on prend le temps de respirer, on prend le temps d'admirer les paysages. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas parce que c'est un peu couvert. Mais on s'est régalé toute la semaine. Il faut acheter les raquettes, les chaussures et puis les bâtons. C'est bon, on peut y aller. Il faut aussi acheter le larva, de préférence.
Mais c'est un sport qui revient pas cher. Toute la semaine, on les enlève juste pour dormir, les raquettes. C'est ouvert à tout le monde, hein. Mais il y a une tranche d'âge qui se situe entre, disons, 45 et 65, voire 70 ans. Il y en a pour tous les niveaux, tous les goûts, tous les âges. Voilà. La preuve, on est en pleine fleur de l'âge. Et toujours gai. En tout cas, c'est gai, voilà, de bonne humeur, hein, vous voyez, voilà. En France, l'activité ski, c'est 330 stations, des milliers d'emplois, 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les enjeux sont conséquents pour l'économie française. Il y a quelqu'un qui a dit dans la profession le tout ski c'est fini, mais sans le ski tout est fini. Je crois que ça veut bien résumer ce que ça veut dire. Donc effectivement, quand on a, quand il y a 30-40 000 personnes ici sur Serre-Chevalier, il y en a à peu près 80% qui skient. Et puis il y en a 20% qui ne skient pas. Mais dans les 80% qui skient, ils vont faire des activités après en dehors du ski. Ça ne vient pas se substituer au ski. Donc très clairement, le ski, ça reste l'activité phare. Et on aura ces activités annexes parce qu'on a le ski. Et donc c'est pour ça que ça pourra, pour l'instant en tout cas, ça ne pourra pas être remplacé par d'autres choses. Toutes les tentatives de faire autre chose que simplement du ski, ça peut marcher, mais derrière, ce n'est pas créateur d'autant de valeur économique. Donc c'est tout le débat entre l'économie générée par le ski et le reste. Après, ça donne lieu à des débats dans certaines zones où les stations sont parfois en difficulté chronique, donc structurelle en termes de rentabilité. C'est de dire, mais est-ce qu'il ne faut pas, on a pu parler de désarmement des stations, de reconversion de certaines stations, donc c'est des mots assez forts hein, quand on désarme une station, et c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Bon, et là, on n'a pas de... Personne n'a de solution. Donc celui qui dit avoir une solution, à mon avis, il ment ou il est seul à le penser, mais il n'y a pas de solution unique. Oubliez les stations. Un drôle d'ovni de l'autre côté de Serre-Chevalier, la Grave. Son domaine skiable, les vallons de la Meige, sont un immense hors-piste. Ce versant nord de la vallée est équipé d'un unique téléphérique. Ici, les gens du pays ont voulu résister à l'expansion des infrastructures. C'est en quelque sorte un petit village d'irréductibles gaulois, au milieu des Alpes. Il y a eu quand même pas mal de résistance de la part des gens à certains changements, à certaines constructions, à certains développements, ce qui fait que la Grave est actuellement la Grave et que ça n'a pas forcément bougé, quoi. Si tout le monde s'était uni dans une idée de développement et d'immobilier sur la Grave, on ne serait pas en train de parler à cette heure-ci au refuge Chancel, je pense. Et il y a aussi le fait que tous les gens qui sont venus s'installer à la Grave pour l'endroit sont passionnés et résistent à un certain changement. Ce qui est aussi passionnant, je veux dire, parce que on n'est pas là à la Grave en train de dire on pose des pylônes sans qu'il y ait de la réaction derrière, quoi. Je veux dire, ça réagit très vite. Hein. C'est pas un domaine qui pourrait supporter une grosse pression, parce que c'est quand même la haute montagne. S'il y avait, il pourrait y avoir des gros cartons, il pourrait y avoir des gros accidents. Et ce qui est bien, c'est que le téléphérique, il régule les clients et il n'y a pas ce phénomène de foule. Un petit peu des fois le départ le matin au Ben, mais ça ne dure pas longtemps. La Meige, la plus belle montagne du monde. Et je regarde les conditions de neige. Là, on est arrivé à tout en haut des remontées de la Grave, presque 3600 mètres. Là, on va partir pour une grande descente. On va faire à peu près 1500 mètres de dénivelé, sans s'arrêter, sans voir une seule remontée. C'est parti ?
Là, on est parti pour aller skier hors piste sur le glacier. Sur les glaciers, on a beaucoup de crevasses. Là, l'hiver, ça se voit pas beaucoup parce que le glacier est recouvert de neige. Et donc, ça fait ce qu'on appelle des ponts de neige au-dessus des crevasses. Donc nous, quand on va skier au-dessus de ces crevasses sur des ponts de neige. Et voilà, donc on n'est pas infaillible. Malheureusement, s'il y en a un qui passe dans une crevasse, c'est au cas où on lui a mis un baudrier pour pouvoir aller le repêcher. Voilà, donc c'est une question de sécurité préventive, on va dire. C'est tout bon ? La Grave, on va dire l'aura de la Grave résonne jusque très loin, jusqu'aux États-Unis, parfois même c'est assez drôle de voir que des Grenoblois connaissent pas la Grave alors que tous les bons skieurs américains connaissent. L'image prestigieuse de la Grave est là, c'est évident, et puis c'est vrai qu'on le voit aussi par rapport à la clientèle étrangère, quand on se déplace, on voit que la Grave, ça a une image très forte, mais à l'échelle d'une station, on est une minuscule station, on est 20 à travailler sur le téléphérique, comptable compris. Hein. En journée skieur, on est à environ 41 000 journées skieurs, ce qui représente un bon week-end aux Deux Alpes, quoi. C'est un espace de liberté unique et donc l'image se fait elle-même par le fait que les gens découvrent un endroit complètement exceptionnel et s'approprient aussi le fait de se dire bon, moi il y a un endroit que j'aime, c'est la Grave, quoi. C'est un peu comme celui qui achète un PC ou celui qui achète un Mac. Je pense qu'il y a une identité qui se crée autour de ça, oui. Moi, je viens de Slovaquie. J'habitais en Norvège 2 ans et il y avait des gens qui me parlaient de la Grave, que c'est le meilleur freeride, station de freeride du monde. Et du coup, je suis venue ici et là, je suis tombée amoureuse, mais ça n'a rien à voir avec autre station de ski. C'est vraiment sauvage, c'est un remonté, c'est pas une station, c'est... C'est vrai que une fois qu'on a skié ici, c'est dur de retourner dans une station classique avec les pistes damées. Moi, je peux plus faire ça en fait. Depuis j'ai vu la Grave, j'ai dit je peux plus aller faire mes vacances dans la station de ski. Je peux plus. Je crois j'ai trouvé mon paradis à la Grave. Je pense que la Grave a un bel avenir du fait de son ski insolite. Va devenir une offre complémentaire de ce qu'on trouve sur les autres stations si on ne touche pas au système, quoi. La Grave reste un territoire pour initiés. C'est le domaine des puristes, ceux qui cherchent les grandes pentes non damées et les difficultés. Une niche dans le paysage français pour une certaine élite. Une élite, c'est justement la tendance actuelle des nouveaux skieurs. Aujourd'hui, seuls les riches étrangers entretiennent la croissance du secteur. La classe moyenne française est moins présente. La montagne est un espace de liberté magique. Et quand on vient et qu'on découvre, par exemple, regardez aujourd'hui le temps qu'il fait, quoi. Il n'y a pas de vent, il fait beau, il fait chaud, on est bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient le faire plus souvent, mais voilà, par manque de moyens, je pense que ça s'est un peu resserré, malheureusement, vers le sommet de la pyramide. Le marché qui tient le coup, c'est le marché des catégories, on va dire du luxe en gros, hein, du luxe, de la rareté. Celui-là, il tient le coup. Par contre, celui qui est plus fragile, c'est celui qui repose sur des choix, des sacrifices, enfin, des choix à une époque, des investissements, qui deviennent à certains moments des sacrifices et des contraintes. L'accession au ski devient délicate dans le budget des familles. Les étrangers représentent désormais dans les domaines d'altitude plus de 50% de la clientèle, une clientèle au fort pouvoir d'achat. C'est vrai que nous avons une demande forte pour cette partie haut de gamme. C'est également lié à une demande étrangère.
notamment des nouvelles clientèles comme les Russes, les Anglais également, un certain des Italiens qui, quand ils viennent skier, veulent du haut de gamme. Sociétés de remontée et grands voyagistes restent les principaux bénéficiaires des records de l'hiver. Mais de plus en plus d'acteurs économiques s'interrogent. Jusqu'où ce modèle touristique, de plus en plus élitiste, aux lourds investissements et aux conséquences sur les milieux naturels montagnards, se poursuivra-t-il? Surtout avec un nouveau moteur de trouble, le réchauffement climatique. Depuis les années 60, les Alpes ont perdu 25 jours d'enneigement. Les premiers hivers sans neige, c'est 89, 90, 91. Donc ce qui était important à ce moment-là, c'est le fait d'avoir 3 saisons hivernales avec des difficultés d'enneigement, et surtout ça concernait l'ensemble des stations. Donc ça a surtout mis en avant, même si on ne parlait pas de changement climatique ni de réchauffement à l'époque, ça a surtout mis en avant le fait que les stations étaient dépendantes de la neige, de l'économie de la neige, donc une certaine fragilité économique. Selon les experts du climat, en 2050, la hauteur de la neige aura baissé de 30 à 60 cm par an, si les températures augmentent de 1,5 à 2,5 degrés. Une limite aujourd'hui pour les exploitants, posséder un domaine au-dessus de 1500 mètres d'altitude. Les stations ont déjà intégré depuis un certain nombre d'années les aléas de l'enneigement en termes... on sait à peu près qu'on a une saison mauvaise, j'allais dire, en termes d'enneigement sur à peu près 5 ans. Le vent est orienté secteur est emballé avec de la lombarde en Italie. Sur les arêtes à 3000 mètres, le vent de sud à sud-est souffle entre 20 et 40 km/h. Moi, je dois être un peu stressé, mais en fait, oui, moi j'écoute la météo pour savoir effectivement de quoi va être fait la journée du lendemain. Demain, mardi 9 février, une importante couverture nuageuse recouvre l'ensemble du département. Je préfère parler de dérèglement plutôt que de réchauffement. Nous, ce qu'on constate, et c'est constaté un peu près à tous les niveaux de la planète, c'est que les phénomènes météo sont de plus en plus violents. Donc on a plus de vent, plus de précipitations. Quand il fait chaud, il fait plus chaud. Quand il fait froid, il fait plus froid. Et c'est ce qu'on vit actuellement, puisque là, ça fait 3 hivers où on a des températures... ce matin, il faisait encore moins 10. La semaine dernière, il faisait moins 23. Donc nous, on peut fabriquer de la neige dans d'excellentes conditions. Fin des années 80, on n'avait pas des systèmes d'enneigement aussi performants que maintenant. On a de plus en plus de neige. Pour nous, je dirais le dérèglement, entre guillemets, semble être une bonne chose, en tout cas depuis quelques années. Je pense que la question elle est un peu angoissante et on peut comprendre que parfois les élus ou les investisseurs dans ces stations j'allais dire, ferment un petit peu les yeux et continuent à investir dans un modèle qui continue pour le moins à fonctionner. Après, c'est difficile de changer le modèle, je trouve. Très difficile. Il y a quelque chose qui restera toujours, c'est la magie de la montagne en hiver. Qui restera toujours. J'allais dire, tant qu'il y a de la neige, ça c'est quelque chose qui est assez magique. Je veux dire, il suffit de se retrouver en montagne, quel que soit l'endroit, après une chute de neige, et puis vous avez le beau temps qui se lève, et c'est magique, c'est vrai.